on a une prime de 11 points dans la catégorie aisée en faveur de Jordan Bardella et de 8 points dans la classe moyenne supérieure. Et donc ça, si jamais ça se réalise électoralement, c'est un tour de force. Les auditions dans le cadre du procès en appel de Marine Le Pen se terminent le 12 février. En attendant, on a presque l'impression que les esprits se préparent et que les potentiels électeurs du RN ont déjà pris acte de l'impossibilité pour Marine Le Pen de se présenter à l'élection suprême. Quand on regarde ce graphique, on constate que la cote de popularité de Jordan Bardella, depuis le début de l'année 2024, donc ça fait déjà 2 ans avant le procès en appel de Marine Le Pen, eh bien, se situe dans les mêmes eaux, voire régulièrement au-dessus du score de Marine Le Pen elle-même, tout comme si le passage de témoins était déjà effectué psychologiquement. Alors on voit que les élections, la séquence électorale de l'été 2024, avec les élections européennes puis législatives qui ont été marquées par un succès important pour le Rassemblement national, et la liste aux européennes était menée par Jordan Bardella, ont contribué à placer ce candidat sur orbite. Il y a eu ensuite la sortie de son premier livre en novembre 2024, où il est 5 points en termes de cote de popularité devant la dirigeante historique du Rassemblement national. Il y a un petit passage à vide au moment du verdict du procès, mais assez rapidement, les cotes repartent à la hausse pour les deux personnalités, avec un écart qui va se creuser en faveur de Jordan Bardella. Et puis la sortie de son second livre, selon une stratégie, un plan média, comme on dit aujourd'hui, qui est bien établi, eh bien, contribue à maintenir la cote de popularité de Jordan Bardella très haut dans l'opinion, et à le placer sur orbite pour une éventuelle prise de relais par rapport à Marine Le Pen. Alors quand on voit ces courbes qui se croisent et puis qui en réalité ne se croisent quasiment plus jamais, à quand datez-vous le passage de témoins, ce que vous appelez le lancement du plan B ? En fait, on le voit, dès qu'on remonte à janvier 2024, les choses étaient déjà assez préparées. Marine Le Pen avait mûri sans doute cette réflexion. La décision qu'elle a eue de placer Jordan Bardella au premier plan, de lui confier les rênes du mouvement. Donc tout ça, on remonte après la présidentielle de 2022. Marine Le Pen prend conscience qu'elle doit prendre du champ suite à son nouvel échec au second tour de la présidentielle, et qu'elle doit se préparer pendant les 5 ans qui la séparent de la future échéance, se préparer personnellement, intellectuellement, et donc elle confie à Jordan Bardella la gestion des affaires courantes dans le parti, ce qui a contribué à le mettre sur un piédestal médiatique. Et donc, on le voit sur ce graphique, le passage de relais s'est fait assez précocement, en fait. Alors maintenant, le souhait de candidature, et là je parle au sondeur que vous êtes, attention, c'est une notion à bien décrire, ce ne sont pas des intentions de vote, mais il y a quand même quelques enseignements. Oui, alors c'est un sondage qu'on réalise assez régulièrement, et donc comme son nom l'indique, le souhait de candidature, c'est qu'on demande à un échantillon de Français s'ils souhaitent que telle ou telle personnalité soit candidate ou non à la prochaine élection présidentielle. Les 2 personnalités qui arrivaient en tête dans notre dernier sondage étaient, en termes de souhait de candidature, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et donc on va détailler là maintenant la structure de leur popularité ou de leur électorat potentiel selon différents critères. Alors, vous voyez que Marine Le Pen fait un score identique chez les hommes et chez les femmes, ce qui est déjà une information en soi, puisque du temps de son père, il existait un plafond de verre pour le Front National à l'époque, dans l'électorat féminin, qui était très rétif à voter pour Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a effacé ce différentiel-là, et on le retrouve aujourd'hui avec Jordan Bardella, mais ce différentiel, si je puis dire, se construit par une prime que Jordan Bardella va avoir chez les hommes par rapport à Marine Le Pen, sans qu'il perde pour autant l'étiage de Marine Le Pen chez les femmes. On voit un peu le même phénomène par tranche d'âge, avec une Marine Le Pen qui va être moins performante que Jordan Bardella dans les générations les plus jeunes. Et on voit bien là l'impact de la figure même de Jordan Bardella, sa communication très anglais sur les réseaux sociaux, qui manifestement permettent au RN d'aller chercher des électeurs nouveaux dans les jeunes générations. Et Marine Le Pen est un peu plus performante dans les générations les plus âgées. Autre critère très important pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est celui du revenu et donc des classes sociales. Et donc ce qu'on constate, c'est que Jordan Bardella fait jeu égal avec Marine Le Pen dans ce qui constitue le cœur de l'électorat frontiste aujourd'hui, qui sont les catégories modestes
et les catégories pauvres. Mais cette capacité à conserver cet électorat populaire, Jordan Bardella ajoute la propension qu'il aurait à parler davantage à d'autres catégories sociales que ne le fait aujourd'hui Marine Le Pen. C'est notamment le cas dans la population la plus aisée, où on voit que le différentiel est le plus fort. On a une prime de 11 points dans la catégorie aisée en faveur de Jordan Bardella et de 8 points dans la classe moyenne supérieure. Et donc ça, si jamais ça se réalise électoralement, c'est un tour de force, c'est-à-dire conserver la base populaire et en l'élargissant, c'est toute la stratégie du ce qu'on pourrait appeler le bardélisme, que d'essayer de s'adresser à des catégories nouvelles, alors à la fois socialement, mais également politiquement, puisque on le voit quand on regarde le souhait de candidature pour ces deux personnalités en fonction du vote qu'ont émis les sondés à la dernière présidentielle, on voit que le score est identique en termes de souhait de candidature pour Le Pen et Bardella dans l'électorat de Marine Le Pen de 2022, quasi identique dans l'électorat Zemmour, et que les choses se creusent en faveur de Bardella, j'allais dire comme par hasard, dans l'électorat de Pécresse, où on a quasiment 30 points de bonus pour Jordan Bardella, et dans une certaine mesure aussi dans l'électorat Macron, plus 11 points de souhait de candidature pour Jordan Bardella, dans un électorat Macron 2022 qui est quand même en bonne partie composé par des électeurs qui viennent de la droite. Donc, et même dans l'électorat Zemmour. Et alors dans l'électorat Zemmour, il y a un petit bonus de 3 points, mais on est déjà à des niveaux très très élevés. Donc on voit bien cette stratégie d'élargir la base historique RN à d'autres segments de population et assez nettement en direction de l'électorat de droite et de l'électorat aisé. Et donc on va essayer du côté de Jordan Bardella de siphonner, comme on dit, ce qui reste aujourd'hui de l'électorat de droite. Cette stratégie a déjà eu une traduction très concrète aux dernières élections législatives avec le ralliement ou l'alliance passée par Éric Ciotti, qui était quand même, on le rappelle, le président des Républicains, donc c'est quand même le chef du parti des Républicains, qui est passé dans un système d'alliance avec le Rassemblement national. Mais manifestement, il y a encore des prises de guerre à réaliser dans cet électorat et dans ses sympathisants et ses élus de droite, et c'est ce à quoi s'ingénie Jordan Bardella. Alors les plus âgés, les classes moyennes supérieures, l'électorat de droite, tout ça donne dans les grandes lignes la dernière poche libérale en France. Alors toute la question étant, Jordan Bardella est-il vraiment plus libéral que Marine Le Pen, ou du moins cherche-t-il à le laisser entendre? C'était au MEDEF. Ce qui devrait nous réunir aujourd'hui, et ce qui devrait nous mettre d'accord, c'est la nécessité de remettre le pays sur le chemin de la production, de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Il n'y a pas eu de politique de l'offre depuis 2017. Parce que quand on vous fait des avantages, lorsqu'on baisse la fiscalité sur les impôts de société ou sur l'impôt de production, mais qu'on le récupère en impôt de papier de l'autre, et qu'on augmente tous les 4 matins le nombre de normes, de contraintes, d'obstacles administratifs pour les entreprises françaises, pour les artisans, pour les commerçants, alors on ne peut pas parler de politique de l'offre. Alors on voit là, c'est une séquence intéressante, une espèce de galop d'essai. Jordan Bardella est reçu à l'université d'été du MEDEF et il essaye de s'adresser à cet électorat qui historiquement est soit plutôt macroniste, soit plutôt en soutien de la droite classique. Et donc il veut faire porter l'effort sur cette catégorie de la population en entonnant un discours qui est quand même assez singulier, qui le caractérise lui et qui le distingue du discours traditionnellement tenu par quelqu'un comme Marine Le Pen, qui a une tonalité beaucoup plus étatiste, d'aucuns diraient même parfois un peu socialisant. Et donc Bardella, lui, veut faire entendre sa singularité. Alors est-ce qu'il le pense vraiment, ça chacun jugera, mais qui s'inscrit dans une stratégie qui est bien cohérente et qu'on a essayé de décrypter, qui est d'élargir sur la droite, et donc en parlant à toutes les composantes de l'électorat de droite classique. Et donc cette stratégie dont vous parlez, parce que c'en est une, de tendre vers un discours de droite classique, est-ce que ça paye déjà? On voit cette carte avec les fiefs de droite que vous allez nous décrire. Alors cette carte représente l'évolution du score de Jordan Bardella aux élections européennes entre
2019 et 2024. Il était déjà tête de liste en 2019. Il a nettement amélioré son score entre 2019 et 2024 au plan national. Et on voit dans les zones qui sont les plus bleu foncé sur cette carte que les progressions étaient notamment assez significatives. Vous le voyez par exemple dans un département comme la Haute-Loire, qui est le fief de Laurent Wauquiez, mais plus globalement dans le sud du Massif central, dans toute une partie de la région Rhône-Alpes, le deuxième poumon économique du pays après l'Île-de-France, avec une base industrielle importante. On voit aussi dans toute la France de l'Est intérieur comment progression de Jordan Bardella en 5 ans a été nettement supérieure à la moyenne nationale. Voilà, plus 16 points dans certains cantons ou certaines communes. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Et tout ça nous indique qu'il y a eu un ralliement d'une partie de ce qui restait de l'électorat de droite, un basculement vers Jordan Bardella. Donc cette stratégie commence à marquer des points. On voit en revanche que la partie sud du pays est un peu plus pâle sur la carte et donc la progression est plus limitée parce qu'il a souffert dans ces territoires-là de la concurrence de la liste qui était menée par Marion Maréchal, qui a fait un peu plus de 5% des voix au niveau national, mais qui a capté une partie du vote RN traditionnel. Alors en ce moment, le jeune président du RN est concentré sur la promo de son dernier livre, et ça c'était à Moissac le 29 novembre. Alors on a la même scène un peu partout où Jordan Bardella vient dédicacer ses livres, c'est-à-dire des files d'attente interminables. Quand vous regardez le public qui se presse pour faire dédicacer et acheter ce livre, on est frappé par le fait, d'abord que le public soit très nombreux, c'est plusieurs centaines de personnes dans la moindre sous-préfecture. Deuxième constatation qu'on peut faire, on a un profil de population qui est assez diversifié en termes hommes-femmes, en termes d'âge, en termes de CSP, de catégories socio-professionnelles, d'autant qu'on puisse l'intuiter au regard de la physionomie de ces personnes. Et on voit qu'il y a un vrai effet Bardella. On le mesurait dans les urnes, on l'a mesuré sur les réseaux sociaux, on le mesure là aussi physiquement par le succès de cette tournée, un peu comme une rockstar qui fait une tournée de dédicaces de ses livres pour sans doute planter des jalons. Alors on vient de parler des fiefs de droite, mais est-ce que Jordan Bardella les a écumés pour la promo de son dernier livre? On voit ces deux cartes. Alors, ce qu'on constate à la comparaison de ces deux cartes, c'est que Jordan Bardella s'est d'abord concentré sur les zones de force historiques du Rassemblement national, le nord-est, le littoral méditerranéen, la vallée de la Garonne. C'est là où il a multiplié les séances de dédicaces. Inversement, il a fait soigneusement l'impasse sur la plupart des grandes métropoles françaises qui apparaissent en rouge sur la carte, parce qu'il sait qu'il y a des risques de contre-manifestation importants dans ces villes. Il sait aussi que ces villes votent assez peu pour le Rassemblement national, donc on les a habilement contournés. C'est manifeste dans la vallée de la Garonne. Vous voyez que la caravane s'est arrêtée, Bardella s'est arrêté à Tonneins, à Moissac, à Castres, mais on a évité Toulouse et Montpellier. De la même manière, on est allé à Limoux, mais pas à Montpellier. Et on évite aussi ce que moi j'appelle la diagonale bucolique, c'est-à-dire ce qui court du sud du Massif central jusqu'en Bretagne. On n'a quasiment pas de points bleus sur notre carte, qui correspond à des zones de relativement faible vote pour le Rassemblement national. Et puis on n'évite pas, on n'oublie pas d'essayer de braconner sur les terres de droite en allant dans des stations balnéaires comme les Sables d'Olonne en Vendée, la Teste de Bouche sur le bassin d'Arcachon ou la ville de Royan en Charente-Maritime.